Bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien sur School TV. 30 minutes consacrées à la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur des initiatives locales, régionales ou nationales. Et aujourd'hui, c'est en compagnie d'Agathe Delannoy. Bonjour Agathe. Bonjour Alix. Allez, c'est parti au sommaire de cette édition. Direction le Lot et son nouveau collège de Bretenoux. Un établissement autosuffisant qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. On en discute dans cette émission avec le président du département. Focus également sur le projet éducatif département du Lot, sorte de catalogue à disposition des enseignants dont l'ambition est, entre autres, de favoriser l'ouverture culturelle des collégiens. Et puis, dans ta loupe, Agathe, tu nous parles de... Je vous parle du dispositif Orchestre à l'école qui est un excellent levier pour lutter contre le déterminisme social. Et c'est dans un instant, c'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Serge Régal. Bonjour. Vous êtes le président du département du Lot. Oui, c'est ça. Merci de participer à notre émission. Avec plaisir. Comment s'est passée la rentrée ? Très bien. On peut dire qu'on a une très bonne rentrée et qui s'est complétée juste à la rentrée des vacances de Toussaint en inaugurant ce collège de Bretenoux, ce nouveau collège qui est une fierté pour notre département. Oui, justement, il y a, je crois, 20 collèges publics sur le territoire. C'est ça, oui. Et une bonne partie de vos investissements pour la jeunesse passe par un programme de travaux et de construction, avec notamment donc, ce collège Bretenoux. Il est à énergie positive. C'est ça, notre objectif c'était de rebâtir un collège neuf, parce que le collège qui existait à Bretenoux était vétuste. Donc la question avait pu se poser à l'époque de savoir si on allait réhabiliter ce collège ancien ou si on construisait un neuf. Toute réflexion menée, on a reparti sur un collège neuf, donc avec des objectifs de faire un collège à énergie positive. Et comment ça se matérialise concrètement ? Je dirais d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'un collège à énergie positive, c'est un collège qui doit produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc on a pu faire en termes de chauffage aussi, d'isolation déjà de ce collège qui est parfaitement isolé, chauffage aussi avec des pompes à chaleur et de la géothermie profonde à plus de 120 mètres. On va rechercher la chaleur de la terre ou la fraîcheur de la terre l'été et ensuite du photovoltaïque où on va produire plus de 250 kW sur les toits du collège, donc qui va nous permettre de produire donc plus d'énergie qu'on va en consommer. Qu'est-ce qui consomme le plus dans un collège entre la cantine, le chauffage, les ordinateurs ? Qu'est-ce qui prend le plus d'énergie en général ? Je dirais que c'est vraiment la partie restauration qui consomme beaucoup. Quand on a des restaurations comme aujourd'hui dans ce collège, par exemple, le dernier cri, si je puis dire, même en termes de matériel de restauration, de chambres de stockage du froid, du négatif, des chambres froides pour les légumes, pour les viandes, donc pour les plats préparés. Donc ça fait beaucoup d'équipements qui consomment de l'énergie. Donc oui, c'est certainement le bloc restauration qui consomme le plus. Et ensuite, la vie réelle du collège. Et l'informatique en est une chose, mais aussi l'éclairage. Quoique ce collège est parfaitement éclairé, très ouvert. Donc peu de consommation sûrement pour l'éclairage du collège. Et les parents, ils sont sensibles justement à cette dimension écologique du bâtiment ? J'ose espérer, oui. Ouais. On l'a inauguré samedi après-midi. Il était ouvert à la visite pour tous ceux qui voulaient venir. Vous avez eu beaucoup de visiteurs. 1000 personnes qui sont venues visiter ce collège, qui prouvent quand même qu'il y a un engouement et un intérêt qui est apporté à cette construction nouvelle, on va dire, de ce bâtiment à énergie positive. Pour nous, c'est beaucoup plus qu'on en attendait. On est vraiment ravis d'avoir autant de monde samedi pour visiter ce collège. Et il y a aussi l'architecture du collège qui est inédite, puisqu'elle s'inspire de la Bastide de Bretenoux, je crois. C'est ça, Bretenoux est une Bastide et l'architecte a fait le choix de rappeler l'idée de la Bastide. C'est juste pour le symbole. Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a une fonction. Après, il a adapté la fonction au symbole. Et en plus, c'est un collège qui a une particularité, c'est qu'il est tout de plein pied. Oui. Il n'y a pas d'étage. Vraiment, c'est des blocs. C'est des blocs, oui. Voilà, c'est des blocs qui sont assemblés et autour d'une bastide, d'une cour. Donc c'est donne beaucoup de clarté aussi. Et c'est qu'en fait sa particularité, mais aussi le fait d'en faire un collège quand même qui est très éclairé. Et combien d'élèves ils font leur rentrée alors ? C'est maintenant ? C'était à la rentrée de Toussaint, des vacances de Toussaint. Donc c'est 370 élèves qui ont fait leur rentrée au collège. Il a une capacité de combien ? 450.
Ok. Et combien de temps ça vous a pris de penser le projet, de l'idée jusqu'au produit délivré? Je vais faire l'histoire. En ce qui me concerne, j'ai été élu président du département en 2014, et quand j'ai été élu président du département en 2014, ce dossier existait déjà, de savoir ce qu'on allait faire de ce collège, et un terrain avait été acheté pour faire un collège neuf. Et je dis à mes équipes, une des priorités qu'on doit avoir, c'est faire ce collège. Donc 2014-2023. Donc quasiment 10 ans pour créer ce collège, parce qu'on a eu des moments avec les autres collectivités, il fallait recréer des routes, il fallait faire pas mal d'aménagements qui ont suscité beaucoup de temps. D'autres priorités sur le territoire? Enfin, non, pas des priorités, c'était surtout faire des routes pour arriver au collège. Ce collège terrain n'avait pas un accès facile, donc il fallait faire... une route pour vraiment... Oui, il fallait repenser tout le tas d'urbanisme autour, qui était à la charge des autres collectivités, notamment de la commune, de l'intercommunalité. Ça leur a demandé un peu de temps pour mettre tout en place, et ensuite on a pu lancer le projet du collège. Et vous prévoyez d'autres ouvertures d'établissements? Non, des collèges neufs, on n'a pas d'autres projets pour l'instant. C'est le deuxième qu'on fait dans un département, ce qui est déjà beaucoup pour un département comme le nôtre. Après, on réhabilite des collèges. On a un projet important sur notre collège, c'est de Martel, où on va investir plus de 6 millions d'euros pour réhabiliter ce collège, qui en a grandement besoin. Notre travail depuis 2014, je dirais, c'est d'investir environ de 10 millions d'euros par an sur les collèges. C'est la priorité absolue pour nous que de remettre nos collèges dans les meilleures conditions pour nos élèves. Et parmi vos opérations phares, pour parler plus globalement, il y a aussi Ordilote. Ordilote, oui. L'objectif est de faciliter l'acquisition d'un ordinateur portable pour tous les nouveaux collégiens, autrement dit les 6e. Combien en avez-vous distribué pour cette rentrée 2023? Un peu plus de 1000. Donc, ça va crescendo? Oui, depuis... Au fur et à mesure des années? On voit... Ça fait 14 ans qu'il existe le dispositif. C'est ça, oui. Et je crois que c'est plus de 13 000 familles qui ont été touchées depuis qu'on le fait. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a eu le Covid qui nous a touchés comme tout le monde de préfet. Et nous, on a passé un peu mieux que les autres du fait qu'on distribuait des ordinateurs. Grâce à ça, tous nos élèves sont restés en contact avec leur collège. Ils ont pu continuer à travailler grâce à leurs équipements. Et après ça, on a vu une augmentation de près de 10% des familles vers cet équipement-là. Donc c'est 60% des familles qui s'équipent d'ordinateurs. Et donc vous êtes de plus en plus sollicités, vous voyez On le voit maintenant, environ de 60% des familles, donc sachant quand même qu'il y a un coût qui va de 90 à 20% du prix de l'ordinateur. Une famille des plus démunies paye l'ordinateur 20 €. Et plus largement, Ordilote, ça permet l'accès de tous les collégiens et leurs parents à l'ENT. C'est ça. Pour espace numérique de travail, je précise. Vous pensez que c'est un outil qui permet réellement aux parents de mieux suivre la scolarité de leurs enfants? J'espère. Oui. On le fait pour toujours. Mais vous voyez une évolution depuis que ça a été mis en place? C'est difficile à mesurer comme ça, mais je suis sûr que c'est utilisé, oui. Et encore, ce qui est important de dire dans cette opération, c'est qu'en 2023, aujourd'hui, cet ordinateur est le premier dans certains foyers. Aujourd'hui, on voit le tout numérique partout. Il y a des familles qui n'ont pas l'accès au numérique. Oui. Voilà, donc parce que c'est non seulement le premier ordinateur souvent de l'enfant. De l'enfant, c'est sûr, mais de la famille. Oui. Voilà, donc je veux dire que c'est un peu, c'est comme ça que c'est perçu par mes collègues, c'est Noël avant Noël, quoi. Et encore plus globalement, quelle place vous accordez au numérique éducatif? Nous, c'est important et on aimerait aller même plus loin. C'est un travail de collaboration, bien sûr, avec l'Éducation nationale. On a renouvelé l'année dernière, en 2021 et 2022, l'ensemble des ordinateurs portables dans l'ensemble des collèges. C'était un investissement d'un peu plus de 2 millions d'euros qu'on a fait pour renouveler tous nos ordinateurs portables. On a des classes mobiles de tablettes. On essaie d'être... Toutes les classes en sont équipées? Toutes les classes en sont équipées. Enfin, pas toutes. Tous nos collèges ont été équipés. Et ensuite, en fonction des besoins, c'est ces parties mobiles qui peuvent être amenées de classe en classe pour que les élèves les utilisent. Et on le sait, les outils numériques sont omniprésents dans le quotidien des collégiens. Comment vous faites pour les accompagner dans une meilleure utilisation? C'est tout ce travail un peu qui est fait aussi par l'Éducation nationale, de pouvoir travailler et à les utiliser.
Nous, on considère qu'il faudrait qu'on aille plus loin et que ce soit plus dans l'utilisation, notamment de la partie ordinateur. C'est là où on a peut-être, mais nous, on n'est pas des spécialistes de l'éducation et on a un peu cette différence de point de vue avec l'éducation nationale qui est plutôt assez en réserve sur le sujet, me semble-t-il. Est-ce que les familles ont des consignes aussi pour l'utilisation des ordinateurs ? C'est-à-dire, voilà, on sait qu'il peut se passer des choses un peu plus dangereuses sur Internet. Je pense notamment au cyberharcèlement et des choses comme ça. Est-ce que les familles ont une note ou je sais pas, une consigne pour dire voilà, attention à vos enfants, il faut réguler l'accès à l'ordinateur le soir, après telle heure. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous recommandez certaines choses ? On le recommande, oui. Ouais. On le recommande à la distribution des ordinateurs. Au départ, ils ont des codes d'accès, mais après, ça, là-dessus, je pense que les élèves, même de 11 ans, ont toujours un aîné qui leur explique bien. Donc oui, c'est sûrement un souci qu'on amène à les familles dans l'utilisation des ordinateurs, parce que j'ai envie que par défi aussi, les élèves ont envie de sortir du cadre, quoi, toujours. Mais ça, évidemment, c'est plutôt, je serais tenté de dire, bon signe, quoi. Mais d'un autre côté, il faut quand même être prudent sur le sujet, oui. Et toujours en rapport avec le numérique, cette année, vous proposez un atelier consacré aux enjeux écologiques de données numériques. En quoi il consiste, cet atelier ? À connaître un peu toutes les conséquences qu'on peut avoir dans l'utilisation du numérique sur l'environnement et tous ces enjeux écologiques qui ont des retombées dessus. Ce n'est pas neutre pour notre environnement que d'utiliser aussi l'ordinateur. Et donc, comment on peut l'utiliser avec les moins de conséquences possibles. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on aborde et qui sont abordés par des logiciels qui sont mis sur les ordinateurs qu'on distribue aussi. Et il y a un autre projet qui lie les thèmes du numérique et du développement durable. C'est une animation qui vise à sensibiliser les élèves à la notion d'intelligence artificielle à travers la thématique du recyclage des déchets. C'est très pointu. Pourquoi ce focus sur le numérique et le développement durable ? Parce que c'est des thèmes qui sont d'actualité, qui nous touchent particulièrement et qui nous touchent beaucoup. Vous l'avez dit aussi sur les déchets aussi. On fait ce lien chez nous parce qu'on est très pointu sur le tri des déchets et sur leur revalorisation. Et donc, on pense et on est convaincu que ça passe par les enfants. Et donc, on continue, grâce à ça, à sensibiliser les enfants. Et on espère que les enfants seront des exemples pour leurs parents, quoi, parce que nous accompagnons les enfants aussi sur beaucoup de centres de tri. Nous accompagnons. Donc, c'est un lien, quoi. Je veux dire, si on ne le voit que par ce côté-là, ça paraît un peu peut-être surprenant, je ne sais pas. Mais quand on le voit dans son ensemble sur notre département, c'est une suite logique du travail que nous menons avec nos collègues qui s'occupent des déchets au niveau du département. Et vous avez d'autres actions importantes visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux ? Je pense qu'on essaye de le faire au quotidien, de les sensibiliser, pas d'enjeux. Typiquement, avec ce collège Bretenoux, est-ce que vous leur expliquez, vous prenez le temps de leur expliquer que ce bâtiment, il est à énergie positive Pour notre part, on ne le fait pas particulièrement, mais automatiquement, ça les interroge. Il n'y a pas de problème. Et je crois que là-dessus, c'est une partie qui est facile. Ils sont sensibles, nos élèves et les jeunes, à ces problématiques-là. Donc oui, je crois que là-dessus, les questions se posent et il y a des discussions qui doivent avoir lieu sur ce sujet, oui. Et dans quelle mesure la restauration dans les collèges du Lot est-elle responsable et durable ? Alors ça, c'est un vrai sujet pour nous, la restauration dans les collèges. Donc la restauration par sa qualité, on travaille surtout par aussi l'utilisation des circuits courts, les produits bio, donc tout ça sont des sujets importants. Le gaspillage alimentaire, c'est une de nos priorités. Ça aussi, ça fait partie d'un tout et il est absolument important pour nous que d'utiliser un maximum de produits locaux et pour aller au maximum de son utilisation. Et on a créé avec la Chambre d'agriculture une charte sur ce qu'était un produit local. Parce que par principe, je dis souvent que le plus mauvais des produits est toujours le local de quelqu'un. Et donc, par principe, il valait mieux établir ce qu'était un produit local, parce que qui dit produit local ne dit pas produit de qualité systématiquement. Et donc, et alors, c'est quoi votre définition d'un produit local ? C'est quelque chose qui est produit à proximité, mais avec quelques réserves aussi sur sa façon d'être produit. Et donc, tous nos produits locaux ne seront pas des produits... Enfin, globalement, on a la chance d'avoir une production de qualité dans nos départements, mais si ça ne veut pas être le cas,
tous les produits locaux ne pourraient pas être utilisés dans nos restaurations collectives parce qu'ils ne correspondraient pas à la qualité de ce qu'on veut pour nos élèves. Parce qu'il y a aussi une notion de qualité qui va jouer beaucoup pour nous. Et à combien s'élève le tarif moyen d'un repas pour un élève ? Aux environs de 3 €, aux environs 2,95 € très exactement si on prend la restauration pour une semaine. C'est le prix que payent les parents. Le coût de revient d'un repas dans nos collèges aux environs de 9 €, donc les 2 tiers restent à la charge du département. Ouais, vous avez d'ailleurs mis en place de nouvelles bourses départementales à cet effet, je crois. C'est ça, oui. On a réutilisé des nouvelles bourses pour aller aider les familles les plus démunies à pouvoir continuer, parce que 90% de nos élèves dans les collèges vont manger dans nos restaurants scolaires, et donc pour que les familles les plus démunies puissent continuer à accéder aux restaurants scolaires, on les aidera en fonction de leur coefficient familial pour qu'ils puissent donc continuer à être présents. Allez, on passe à la loupe d'Agathe qui va nous parler d'une belle initiative sur le territoire du Lot. Agathe, cette semaine, tu nous parles du dispositif Orchestre à l'école au collège Georges Pompidou de Cajarc. Lundi, ce sont 20 élèves de 5e qui ont reçu un instrument de musique. Tout à fait. À l'origine de ce projet, c'est Madame Lafont, professeure de musique du collège et passionnée d'orchestre, qui s'est associée avec 3 professeurs de l'école de musique de Cajarc pour monter ce dispositif. Tous les 4 étaient motivés pour offrir un accès à la culture sur le temps scolaire et en toute gratuité. Ensemble, ils ont récolté une très belle enveloppe soutenue par la Fondation de France et ont pu financer l'achat de 20 instruments de musique, percussion, accordéon, violoncelle et clarinette. Et quels sont les critères de sélection pour bénéficier d'un instrument ? Eh bien, l'objectif de ce dispositif, c'est bien de lutter contre le déterminisme social, culturel et géographique. Donc les critères, c'était des élèves qui n'avaient pas forcément été inscrits dans des écoles de musique, qui étaient assez loin d'une certaine éducation musicale, loin géographiquement. Souvent des élèves boursiers, des élèves qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des instruments de musique. Et alors, en échange, les élèves, eux, s'engagent de la 5e à la 3e à jouer au moins 2 heures par semaine en collectif avec Madame Lafont et ses 3 autres professeurs. Mais l'enjeu, ce n'est pas seulement d'apprendre à jouer d'un instrument, il y a aussi tout un enjeu où on va développer des compétences transversales. On sait depuis quelques années, grâce aux recherches en neurosciences, que la pratique musicale développe des capacités qui sont indispensables à la réussite des enfants, telles que la concentration, la mémorisation, mais aussi des compétences sociales, et telles que l'empathie, par exemple. Pour les élèves qui n'avaient jamais pratiqué un instrument, comment ils ont fait pour choisir ? Eh bien, ils ont pu tester pendant 6 mois, par atelier, en petits groupes, tous les instruments de musique. Et finalement, ça s'est fait assez naturellement. Ils ont pu choisir en fonction de leur morphologie, de leur goût et de leur motricité. Et globalement, chaque élève a pu repartir avec l'instrument de son choix. Et j'imagine que pour les élèves de 5e, commencer à apprendre un instrument, c'est pas facile. Quelle pédagogie est mise en place ? Alors, la première heure, chaque élève est au pupitre par catégorie d'instruments. Et la deuxième heure, ils se retrouvent tous ensemble pour jouer en collectif. Et le collectif, ça permet bien de travailler en collaboration, ça permet de travailler la motricité, l'écoute active, mais aussi le sens de la responsabilité, de l'autonomie et l'esprit initiatique. Effectivement, les professeurs proposent une formation alternative au solfège. Je propose d'écouter Madame Lafont. Ça peut très bien être un apprentissage qui se fait à l'aide de tablatures ou tout simplement par imitation à l'oral. On peut aussi être amené, pourquoi pas, à proposer des petites capsules vidéo. Donc le professeur va se filmer en train d'exécuter la partie qui est à travailler. Et l'enfant pourra ainsi, chez lui, lorsqu'il répète, visionner à nouveau l'extrait qui doit être travaillé. Voilà, et puis il leur est surtout recommandé de pratiquer chez eux au moins 10 minutes chaque jour, tout seul. Merci Agathe. Serge Régal, quelle place la musique occupe-t-elle dans les initiatives du département du Lot ? Quelle place ? Alors, si je reviens au collège, oui. Pour redire un mot sur ce qui se passe à Cajarc, je trouve ça formidable. Tant plus que Cajarc, ce collège ne s'arrête pas qu'à l'école, l'orchestre à l'école, mais aussi consacre tous ses vendredis à l'ouverture culturelle. Et je crois que ça mériterait carrément un reportage sur ce que fait ce collège en termes d'accès à la culture pour les élèves. Et ça, c'est pour nous essentiel de pouvoir donner cette chance à tous les élèves, et notamment ceux qui n'ont pas cette chance d'accéder à la culture, de pouvoir tester peut-être la musique d'un côté, ou le théâtre, ou tout simplement la lecture, ou d'autres
façon de se révéler dans la vie. Donc, et je crois que c'est justement, important. Et nous, on est très sensibles au fait, à l'accès à la musique. Alors, on aide, parce qu'on a la chance d'avoir un tissage d'écoles de musique sur notre territoire, on aide les écoles de musique pour que chacun des élèves. Mais j'avoue qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas assez d'accès des jeunes à l'école de musique, notamment des enfants les plus jeunes. Et on constate aujourd'hui, quand on regarde, qu'on n'a pas assez d'enfants des familles les plus défavorisées qui accèdent. Et comment faire alors ? Mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'a fait Cajar, mais pas en 5e. Il faudrait le faire en CP, ou peut-être avant, beaucoup plus tôt, et pouvoir les sensibiliser. Et il faudrait que les enfants rentrent le soir chez eux en disant « Papa, maman, moi je veux faire de ça comme instrument de musique ». C'est ça qui serait, je crois... Parce que malheureusement, ce qu'on constate, mais ce n'est pas que dans le Lot, c'est partout, certaines catégories de gens s'interdisent que leurs enfants aient accès à la musique. Et aussi parce que l'achat d'un instrument de musique cher. Et je crois que l'achat est un faux problème. On trouve des solutions pour acheter des instruments de musique d'occasion s'il le faut. C'est pas grave de tout, c'est qu'il faut qu'on laisse les enfants y aller. Donc là-dessus, on est en pleine réflexion. On va tester avec une communauté de communes. Cette sensibilité pour voir si on arrive à détourner un peu plus. Donc c'est complètement un projet sur lequel vous planchez en ce moment. On y planche, oui, parce que je ne suis pas satisfait personnellement de ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'éducation à la musique dans notre département. Je crois qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Aujourd'hui, on n'accède à la musique, malgré les aides qu'on apporte, que les gens qui accéderaient quand même, quoi. Et justement, en parlant de culture, entre autres, vous proposez un projet éducatif départemental à destination des enseignants. Il apparaît sous forme de propositions dans un catalogue autour de thématiques telles que l'environnement, la citoyenneté, le patrimoine ou la culture. Et il est mis à la disposition des enseignants. Quelle est l'ambition de ce dispositif ? Mais notre ambition est un peu la même que pour la musique, c'est faire toucher tous nos élèves à l'ouverture à la culture, à l'éducation, à l'environnement. Et donc, pour ça, on a mis en place un projet éducatif départemental en collaboration avec l'Éducation nationale. Et chaque collège reprend un peu ce qu'il veut pour que les élèves puissent adhérer et puissent s'investir dans cette partie-là. Ça fonctionne plutôt bien. Et parmi les nouveautés, il y a 2 actions sur le thème de la citoyenneté. Quelles sont-elles ? Eh bien, le premier, c'est un projet d'un budget participatif pour un collège, donc le collège de Castelnau-Montratier, où on a donné une enveloppe et les élèves doivent proposer un projet. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, ça a connu un très grand succès. Les élèves sont beaucoup investis sur ce projet-là, donc ont des projets. Et donc, l'objectif est pour nous atteint parce qu'il faut en retenir qu'un projet. Donc, on a la discussion, on a le débat. Et on aura aussi le vote et à un moment savoir que la démocratie, c'est ça. C'est qu'on aura porté un projet, on se sera battu, mais qu'à un moment, c'est un autre projet qui va voir le jour et qu'il va falloir se dire que ce projet qui verra le jour sera notre projet. Donc c'est une éducation assez large qu'on a menée grâce à ce budget participatif. Et avec ce projet, vous ciblez principalement les collégiens, mais pourquoi eux plus que les lycéens ? Parce que les collèges, c'est notre compétence, tout simplement. Et donc on a en charge des collèges dans le département. Les lycées, c'est les régions. Les régions mènent leurs actions et la région Occitanie mène des actions avec les lycéens. Nous, on les mène avec les collégiens. Et ces actions, elles ont lieu principalement sur le temps scolaire. Pourquoi pas sur leur temps libre ? Mais parce qu'après, il y a le problème de l'encadrement, et il y a aussi ce que les professeurs, je ne sais pas s'ils sont toujours tous prêts à donner du temps libre pour suivre nos élèves. C'est une question qu'il faudrait leur poser. Mais je ne suis pas très sûr. Donc ça se fait pendant les heures de cours. Et à travers quel type d'action vous essayez de transmettre la notion d'engagement aux collégiens ? Ça peut être une action... Celle-là, elle en est une, parce que c'est une action citoyenne forte. Pour vous, c'est important de les engager au maximum ? Ah oui, je crois que c'est important. Il faut qu'ils connaissent comment les choses fonctionnent. Et il faut, pour qu'ils en aient vraiment conscience, pour moi, c'est les mettre en situation. Comme ça, ils se rendent bien compte que ça ne se fait pas comme ça et qu'il y a des choix, il y a des débats, des discussions, du respect à avoir dans la discussion. Et ensuite, on arrive à aboutir. Et pour parler d'inflation et retour à la culture et à l'accès aux activités, quelles initiatives vous prenez pour alléger le fardeau financier des jeunes face à la montée des coûts d'accès aux piscines ou aux événements culturels qui sont un vrai problème en ce moment ? Pour l'accès aux piscines, on prend en charge les coûts d'entrée à la piscine, les transports, parce que chez nous...
piscines ne sont jamais à proximité de tous les collèges. Il faut se déplacer beaucoup. Donc, tous les transports sont pris en charge par le département et l'entrée à la piscine est prise en charge par le département. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour que tout le monde puisse apprendre à nager. Et ensuite, on aide le maximum à pouvoir avoir des entrées gratuites dans les concerts pour les jeunes quand on le peut, quand on discute avec les organisateurs, c'est toujours quelque chose d'important, au moins pour ceux qui sont les plus défavorisés ou pour au moins les familles des enfants ou des enfants qu'on a en charge au sein du département. Et récemment, vous vous désoliez de la volonté du gouvernement de réduire le nombre de strates décentralisées. Pourquoi le rôle du département, selon vous, est fondamental, et plus particulièrement en termes d'éducation, puisque c'est notre sujet ? En termes d'éducation, par tout ce qu'on a dit aujourd'hui, l'important, c'est la proximité qu'on peut avoir, l'équipement aussi. Parce que moi, j'invite qui veut venir visiter nos collèges, est-ce qu'on fait pour qu'on mette les meilleures conditions possibles pour nos élèves. Et cette proximité-là, alors bien sûr que le département ne s'arrête pas que sur l'action des collèges. Il y a l'action sociale qui est 60% de notre budget. Et pour faire de l'action sociale dans des départements comme les nôtres, il faut la proximité. Et cette proximité, c'est nous qu'on l'a. Et c'est pour ça qu'on se défend de dire que notre stratégie est vraiment indispensable pour garder cette proximité. On a aussi cette vision de l'aménagement aussi du territoire pour dire qu'on garde une équité partout sur le territoire, la même. Donc, nous, on a la chance d'avoir 20 collèges répartis sur notre territoire, 20 collèges pour 175 000 habitants. Quand je le dis ça, peut-être ici, ça paraît beaucoup, mais ça fait des collèges à 20 minutes maximum de déplacement pour nos élèves. C'est déjà pour des enfants de 11 ans pas mal. Donc ça aussi, c'est un combat qu'il faut mener, pas au quotidien, mais presque pour garder cette proximité, parce qu'il y a des ratios qu'il faudrait qu'on pourrait faire avec beaucoup moins. Mais ça nous paraît absolument indispensable. Donc oui, l'échelle départementale est absolument indispensable pour garder cet aménagement du territoire. Pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est un gros sujet, c'est un sujet prédominant cette année. Parmi les actions que les départements du Lot mènent pour lutter contre le harcèlement, il y a le Théâtre Forum. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Théâtre Forum, c'est un théâtre qui va nous permettre de sensibiliser par certaines pièces jouées et la participation des élèves, des sensibilisations au harcèlement, mais plutôt mis sous forme de comédie, si je peux dire, qui sont plus abordables pour... Mais c'est participatif, le public participe. Voilà. Pour dénouer des situations. Des situations, et ça peut amener à faire parler des élèves. Et vous mettez en place d'autres actions pour lutter contre le harcèlement ? Pas particulièrement. Peut-être déjà l'éducation nationale en met pas mal. C'est un sujet dont on parle beaucoup et j'espère que ça permettra de faire de ce sujet quelque chose dont les élèves pourraient parler plus facilement et que surtout les parents entendront plus facilement. Merci Serge Régal d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Agathe. Merci. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission.